Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes le 7 août 2025. Bienvenue dans notre nouveau numéro que nous allons partager avec vous les actualités politiques et apporter notre pierre dans la construction de l'édifice qui est le Congo, notre très cher et beau pays. Nous allons partager l'actualité afin que nous puissions tous en faire une idée par rapport à ce qui se passe, aux questions qui sont là présentes. On va en discuter, on va échanger comme nous avons pris l'habitude de les faire. Sans tarder, nous avons intitulé notre émission La fin spectaculaire de la situation des conflits dans la partie est de la République du Congo. Et voici les prochaines étapes. Qu'est-ce qui sera des prochaines étapes? On va en débattre tout à l'heure là. Restez branchés, scotchés jusqu'à la fin. Vous allez découvrir les analyses que nous allons faire aujourd'hui. Alors, pour bien cerner surtout la quintessence de notre analyse de ces jours, on va les décliner à plusieurs points. Et parmi ces points, la première des choses, on va parler de la signature de l'accord de paix, gouvernement et les mouvements rebelles à Doha. On va en parler. Deuxièmement, les 1-23, bientôt dans la liste des mouvements terroristes au niveau des États-Unis, le Congrès américain est en train de se prêter quant à cela. On va dire aussi un mot là-dessus. Et ensuite, on va parler du dossier de l'excellence Moutamba. Les témoins ont comparé, ils ont renseigné des choses et les complots s'est dévoilé de par les témoins. On va en parler. Restez branchés. Vous allez comprendre l'analyse que nous allons faire aujourd'hui. Et puis, je vais donner mon point de vue quant à cela. Parce que beaucoup de gens ont parlé. Des uns disent que non, il fallait pas que Moutamba parle de cette manière-là à la cour. Et les autres parlent des probabilités de si jamais il arrivait à être condamné et qu'il soit condamné à une lourde peine au regard de son attitude. Je vais dire aussi un mot là-dessus par rapport à mon point de vue et puis on va discuter sur la notion de l'appréciation du juge. Voilà ce qu'on va analyser. Mesdames et messieurs, très chers internautes, merci d'être là présent, merci de nous soutenir par ce que nous sommes en train de faire, interagir avec vous. L'analyse que nous allons faire aujourd'hui, c'est une analyse objective basée sur des faits et non des sentiments. Et donc, ça va nous permettre de comprendre ce que c'est analyser un sujet. Voilà ce que nous allons en faire aujourd'hui. Sans tarder, on va commencer directement par notre premier point, la signature de l'accord de paix entre le gouvernement congolais et puis le mouvement rebelle. Cette analyse objective que nous allons faire aujourd'hui, ça va nous permettre de comprendre une chose. Le président Tshisekedi, que nous l'aimions ou pas, sa stratégie politique et diplomatique va être enseignée au niveau des universités et ça fera une doctrine. Et je vais vous dire pourquoi je dis cela. C'est objectivement que je suis en train de dire cela, puisque nous devons dire des choses, puisque vous devez savoir que la masse n'a pas d'âme. C'est l'élite, et sinon l'élite dans chaque pays, dans chaque société, dans les cas d'espèce en République du Congo, qui doit orienter la population. Si l'élite est de qualité, elle doit être en mesure de pouvoir orienter la population sur la bonne voie, dans la bonne voie, afin de pouvoir aider le pays, surtout la société, à aller de l'avant. C'est ce que nous allons tenter de faire aujourd'hui avec vous. Excusez-moi. Comme vous le savez, la signature de l'accord de paix entre les mouvements rebelles et le gouvernement congolais, le mouvement rebelle, va se faire, puisque, comme vous le savez également, que il y a une déclaration de principe qui a été signée. Dans cette déclaration de principe, contrairement à d'autres initiatives qui étaient avant entre les mouvements rebelles, avec les anciens régimes, je suis avec le Rwanda, je vais parler d'abord avec les mouvements rebelles, où on avait des accords qui étaient signés, mais sans pour autant que ça soit si précis que celui-ci. Cette fois-ci, dans la déclaration des principes, déjà, lorsqu'on a signé, nous avons vu qu'il y a eu des timings et puis des délais maximum au-delà desquels on ne peut pas aller. Et cela signifie que des choses sont pragmatiques. Là, nous sommes en train de faire face avec des gens qui sont des pragmatiques, des anglophones, particulièrement les Américains, et qu'ils ont mis des délais et qu'on doit signer cet accord.
Et à titre de rappel, pour que nous puissions être tous dans la même longueur d'onde, je vais vous rappeler une partie des différents dates tellement que ça devait se passer. Je vous lis un extrait de la déclaration des principes. Les partis s'engagent à mener les négociations d'un accord de paix global dans un esprit de responsabilité, de coopération et de compromis, avec pour objectif de parvenir à un consensus et de signer l'accord au plus tard le 17 août 2025. Vous voyez? Il vous donne le contenu de ce que vous allez faire comme travail et puis les délais butoirs, les délais au-delà que vous ne devez pas passer, on dit au plus tard les 17 août. C'est-à-dire ça peut intervenir à tout moment, mais avant les 17 août, au plus tard les 17 août. Vous comprenez déjà que là, ils sont en train de travailler et les choses sont en train d'aller dans la bonne direction. Et cette signature d'accord de paix va marquer un tournant historique. C'est pourquoi nous parlons de la fin des conflits spectaculaires. Pourquoi spectaculaire, excusez-moi? Justement parce que personne n'a cru que les choses pourraient être si orientées dans cette direction. Parce que le rebelle, en complicité avec l'agresseur, le Rwanda et ses complices, pensait à avoir la facilité de renverser le régime de Tshisekedi facilement. Et Tshisekedi a utilisé les leviers qu'il avait dans ses mains, notamment les leviers politiques et diplomatiques, puisque les gens critiquaient ces différents voyages qu'il a eu à faire partout. Non, il a su faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. Et tout de suite, il a pu arracher l'acceptation du gouvernement américain par l'arrivée du président Trump pour un partenariat minéré contre sécurité, ce qui a fait en sorte que les choses se stoppent si rapidement. Les gens ont tenté de les critiquer justement parce que vous devez savoir que la manipulation au sein des médias était tellement forte qu'il était difficile pour nous de comprendre que non, le Rwanda ne maîtrisait pas tout et que les choses étaient déjà en train de changer parce que le gouvernement Trump avait décidé de pouvoir voir les choses autrement. Au lieu de venir s'imposer par la force en créant des mouvements rebelles comme ce fut le cas avec les gouvernements précédents avant Trump, où pour eux l'objectif c'était d'imposer leur volonté par la force militaire, peu importe la voie. Ici, Donald Trump veut se présenter comme étant partisan de paix. Il vous apporte le business, des partenariats, vous signez, vous acceptez, on crée des situations de paix et puis on fait des affaires. L'intérêt des États-Unis, dès qu'ils se retrouvent, et c'est fini. Et nous avons sauté sur cette occasion-là et nous avons proposé aux États-Unis et que c'était déjà préparé. Voilà où nous sommes. Et que le partenariat, pour que ça soit effectif, il devrait. Donc, c'était nécessaire et voire obligatoire que l'on mette fin dans les conflits de la partie Est. Et là, c'était la démarche du président Tshisekedi qui a voulu faire valoir au monde que, en tout cas, en réalité, le Rwanda est en train de vendre des minéraux stratégiques dont il ne dispose pas et surtout en quantité telle qu'il le vend au niveau de l'Union européenne, de la Chine et partout dans le monde. Et on a clamé au fort cette problématique et notre voix a été entendue. L'Union européenne qui tardait les pas a fini par emboîter les pas justement parce que les États-Unis s'étaient levés. Vous avez vu que puisque les choses étaient déjà claires et que les États-Unis ont décidé et avaient décidé de venir s'installer en République du Congo, vous avez tous suivi que cette résolution 2767 des conseils de sécurité a été votée, non seulement votée, mais votée à l'unanimité. Vous devez savoir que c'est vrai que ce sont des résolutions qui sont votées par des États, mais il y a ce qu'on appelle les politiques de couloir. Les politiques de couloir, c'est qu'il y a des tractations entre les États et les États qui se positionnent en faveur des pour ou contre. Et le poids des États-Unis a compté parce que vous devez savoir que c'est le plan international, c'est le rapport de force. Les États-Unis, il est en position de force sur plusieurs points déjà, c'est le plan économique justement parce qu'il est le plus grand contributeur en termes de cotisation dans cette organisation-là. Et il a pesé de son poids parce qu'il avait déjà pris l'option de signer des partenaires avec la communauté. Donc, on devait sanctionner le Rwanda pour que le Rwanda cesse ces mouvements rebelles-là. Et nos revendications ont été acceptées. Il a été démontré déjà au niveau des rapports, des différents rapports des experts des Nations Unies que le Rwanda était impliqué. Et pour confirmer cela, attester cela, les États-Unis, ils ont pu, par des canaux qu'ils ont, faire sortir un documentaire qui prouve comment le Rwanda
est entré en plein du Congo et il a joué un rôle crucial dans la prise de la ville de Goma, de Bukavu et autres, et tout le contraire, qui se retrouvent dans ces coins-là. Et là, il est clair que les États-Unis et le Rwanda est le pays agresseur. L'Union européenne qui avait signé des accords des minéraux avec le Rwanda était obligée aussi de condamner le Rwanda et puis de stopper, de suspendre ces accords-là. Et ça nous a mis dans une position plus ou moins de force et pour négocier et pour stopper l'avancée des rebelles. Et voilà, là, nous sommes arrivés dans une étape où les rebelles doivent se retirer et retourner dans les différents processus qui étaient engagés. Comme vous le savez, il y avait deux processus principalement. Il y avait le processus de Nairobi qui constituait le rassemblement des gouvernements avec les mouvements rebelles, mais aussi le processus de Luanda qui qui consistait à établir le pont entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais afin de pouvoir mettre la paix. Bien que le Rwanda a voulu fuir, mais ça l'a rattrapé parce que les États-Unis a pesé et d'où on est allé signer la déclaration des principes et là, et l'accord de paix qui devait être signé. Voilà, puisque c'était séparé avec des mouvements rebelles, Doha l'a pris et la situation est là claire. La position de la RDC est une position de force justement parce que l'accord de paix va nous permettre, la première des choses, on va récupérer ou bien retrouver l'intégrité territoriale de la République du Congo. Vous devez savoir en fait en réalité que comme les gens essaient de le dire qu'à l'époque de l'ancien président de la République, nous avons l'intégralité de notre pays et on vivait comme ça, on avait signé des accords de paix et maintenant là, nous ne contrôlons pas une grande partie. En fait, en réalité, nous n'avons le contrôle de rien du tout à l'époque ancienne. Pourquoi? Justement parce que c'était le Rwanda qui contrôlait la République du Congo. La paix des façades que nous avons là, c'était juste une paix parce qu'il y avait qu'un groupuscule de gens qui bénéficiaient des intérêts obscurs, puisque les Congo étaient dirigés par le Rwanda. La preuve, c'est que les services de renseignement rwandais, ce sont eux qui venaient contrôler nos différentes frontières afin de pouvoir identifier nos richesses que nous avons. C'était une honte et une humiliation au regard du monde et c'est pourquoi on a été représenté partout dans des forums internationaux, en ce qui concerne le climat, la forêt, par le Congo-Brazzaville, le Rwanda et tant d'autres pays. Nous n'étions pas là. C'est Félix Tshisekedi qui est venu nous remettre sur le plan international. Qu'on parle de nous, on parle aujourd'hui de la République du Congo. Ça, c'est une victoire très remarquable et que nous devons s'en féliciter. Et voilà que la situation est telle que là, ils sont contraints qu'avant le 17 août de signer cet accord de paix et mettre fin à la guerre. Deuxième point, il s'agit de la M23. L'M23, on prouve très clairement, si vous insistez, qu'il est juste des marionnettes du Rwanda. Et ils ont tenté de faire des manœuvres, résister, disant qu'ils ne doivent pas quitter et rester là et co-gérer avec la communauté du Congo. Les services des renseignements américains étant tellement renseignés, ils ont compris des manœuvres et là, on a mis l'épée des démocrates sur leur tête. Et messieurs, il y a déjà un dossier au niveau du Congrès américain où on est en train d'évaluer la possibilité d'inclure les M23 comme étant un mouvement terroriste au même titre que d'autres mouvements terroristes. Et s'ils continuent de s'entêter et ils sont obligés d'accepter pour qu'ils puissent bénéficier de quelque chose, c'est une opportunité qui leur est offerte à saisir. S'ils ne saisissent pas cela, ils risquent d'être poursuivis tout de suite par la justice et ils ne pourront plus rien faire et seront tout arrêtés. C'est vrai, quoi qu'il en fasse, ils vont payer tout ce qu'ils ont eu à faire au peuple congolais. Parce que la justice va trancher tôt ou tard. Voilà, et ils sont en difficulté, et voilà, ils seront exposés. Nous allons maintenant essayer de parler, cette fois-ci, du dossier de l'excellence Mutamba. Je vous ai parlé l'autre fois, avant-hier, de ces procès ici, qui est un procès politique, un procès qui met notre justice vraiment en difficulté et sinon qui salue l'image de la justice. Pourquoi, justement, nous avons maintenant compris, lorsque les ministères publics ou sinon le procureur général après la Cour de cassation est allé demander l'autorisation d'instruction du dossier Mutamba, les arguments qu'ils avaient avancés, la non-existence d'une entreprise qui a gagné des marchés Zion et l'inexistence du siège aussi, et puis l'absence de l'espace à Kisangani où on devrait ériger cette prison, les argumentaires qu'ils ont pu avancer ont été balayés par des témoins qui ont pu défiler au procès.
Et après analyse de cela, on comprend tout de suite que le parquet qui a demandé l'autorisation n'a pas déposé, sinon n'a pas pu faire des enquêtes de qualité et sur lesquelles le Parlement congolais a pu accepter de livrer le ministre de la Justice au moment où le ministre de la Justice était en train de faire un travail de titan accepté et applaudi par la population. Nous devons savoir qu'en fait, en réalité, les députés, ce sont de qui? Le Parlement, ce sont de qui? Ce ne sont que de simples représentants du peuple. Lorsque le peuple est en train d'acclamer quelqu'un qui est en train de faire du beau travail et que vous les sanctionnez sans pour autant apporter des preuves, et voilà que les témoins sont en train de contredire le fondement sur lequel le Parlement s'était fondé, permettez-moi la tautologie, pour pouvoir accepter la demande d'autorisation du procureur général pour la Cour constitutionnelle concernant le dossier de l'excellence Moutamba, prouve à suffisance que le Parlement n'a pas été à l'auteur et que c'est une honte. Là, les témoins ont démontré qu'effectivement, il y a eu un espace, l'espace là existe bel et bien. Et deuxièmement, et que la personne de Willy Michel qu'ils ont y assisté est l'ancien DG du guichet unique, le professeur Iradi Amissi, a démontré très clairement qu'effectivement, celui-ci, c'est-à-dire que Willy Michel avait déjà cédé ses parts auprès de notre associé qui lui ont contrainté pour signer la construction de la prison. Et donc, la personne qu'on a pu citer, derrière, Willy Michel peut même intenter une action en justice contre le gouvernement congolais ou le Parlement congolais pour avoir outragé, atteinte à sa dignité et à son honneur. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu assez d'informations, mais ils ont quand même pu citer en salle le nom d'une personne sans pour autant avoir la quintessence vraiment du dossier. C'est une honte, clairement. Comment un Parlement qui est censé faire des enquêtes, constituer des commissions d'enquête pour aller enquêter sur un fait? Mais quel a été l'objet de la précipitation? Pourquoi ils ont précipité pour faire cela? Et pour arriver à de telles conclusions que tous les éléments qu'ils ont pu se fonder pour pouvoir décider de l'autorisation n'existent pas, sont battus à partir facilement comme ça. C'est une honte. Donc, Moutamba devait être rétabli dans ses droits. Et alors, certaines personnes disent que l'attitude de l'excellence Moutamba, lorsqu'il a été interrogé par la Cour, n'était pas bonne et que cette attitude-là pourrait lui préjudicer dans la mesure où si on arrivait à les condamner, et il pourrait voir sa sanction levée à hausse justement parce que l'attitude aussi compte au regard de la notion de l'appréciation du juge. La juge va apprécier parce que l'infraction pour laquelle Excellence Moutamba est poursuivie est punissable de 1 à 10 ans. Donc, il se pourrait qu'on les sanctionne par une lourde sanction au regard de son attitude. Oui, c'est vrai. Cette notion d'appréciation du juge, effectivement, l'attitude, les juges, au regard du droit positif congolais, y compris la doctrine et puis toutes les autres sources de droit, on essaie de comprendre que le juge a l'appréciation d'apprécier quant au taux de la peine à infliger sur un prévenu. Donc, moi, je pense que, en fait, mon point de vue, je vais donner un point de vue en tant que, sur les points de vue philosophiques, juridiques, mais je pense que cette notion d'appréciation du juge, pour moi, très humblement, on devait l'écarter. Il va falloir que des écrivains dans les domaines des droits, tous nous puissions militer pour que la notion de l'appréciation du juge devrait être définie très clairement, ou sinon éradiquée très clairement. Comment on peut donner à un individu, juge soit-il, la liberté de pouvoir apprécier quelque chose au-delà? Là, c'est aller au-delà du droit. C'est placer les juges au-dessus du droit. Si les juges se fondent par rapport au comportement et à l'attitude, quelle est la définition qui va donner de l'attitude? Est-ce qu'elle est faite pour un prévenu d'être arrogant ou bien de défendre? Comment on va définir les seuils de cette attitude-là, de ce comportement-là, si on ne se fonde pas sur la loi? Si on laisse la latitude au juge de pouvoir décider, de pouvoir apprécier le comportement d'un individu, sans pour autant que la loi puisse définir très clairement, moi je pense que c'est un vide qui devait être comblé rapidement, soit par la législation, soit par la doctrine. Il va falloir que les droits positifs, nous ne sommes pas obligés seulement de copier ce que font
d'autres pays, les pays développés, nous avons aussi notre pensée congolaise que nous devons réfléchir. Doit-on laisser l'appréciation du juge sur les taux de la peine comme ça? Est-ce que nous ne pouvons pas réfléchir comment on peut euh, contraindre les juges à ne dire qu'il est droit en fonction de la loi, qu'il n'ait pas un espace d'apprécier, il doit dire les droits. Donc ça sera respecté. Là, c'est en tout cas, ne me tenez pas rigueur, c'est mon avis personnel au regard aussi de mon expérience dans les domaines du droit. Je donne mon avis qui n'est pas les droits positifs, mais je suis en train de dire tout haut ce que je pense et qui dans l'avenir qu'on devait tenir compte pour ne pas laisser aux juges, s'ils ont déjà une tendance ou sinon si ils sont déjà contre quelqu'un, ils peuvent apprécier des choses au-delà du fait de ce qui devrait être effectivement fait. Donc, ils ne devraient pas apprécier, mais ils devraient que dire la loi. Pour moi, très principalement, c'est ce que je pourrais dire par rapport à cette notion-là. Et les gens qui disent que non, Moutamba, il est arrogant, il s'est prononcé mal, non. Vous dites que c'est de l'arrogance. C'est parce que vous ne vous situez pas dans sa position. Si vous étiez dans sa position, peut-être vous aurez dit agir pire que lui. Donc, il est difficile. Pourquoi on dit il faut que la loi tranche. Donc, on devrait ériger certains de nos comportements, comme on le fait dans tous autres comportements, c'est ce qu'on appelle les infractions, aussi les attitudes devant la cour, qu'on comprenne ça aussi, qu'on constitue ça à une infraction, en tenant compte des éléments objectifs et scientifiquement démontrables, afin que le juge puisse se conformer qu'à la loi au lieu d'apprécier par ses propres convictions. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne manière de faire, d'administrer la justice, et c'est injuste cette façon de faire aussi. Moi, je le dis, non pas par rapport à la loi, par rapport à mon point de vue philosophiquement que je suis en train de penser, j'estime que cela devrait être changé à la langue pour que nous puissions nous conformer à la loi et que ça sera justice et l'équité même. Le bon sens veut à ce que même les juges aussi ne disent pas des choses seulement par ses propres pensées, mais aussi par rapport à, mais uniquement par rapport à la loi. Je pense que ça sera une très bonne chose agir ainsi. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous pourrons dire. Tous les témoins qui se sont déroulés, leurs argumentaires, comme j'étais en train de dire, la DG, la direction de passation des marchés devrait être arrêtée parce qu'il est en train de dire des choses qu'elle ne comprend pas justement. Vous avez accusé que quelqu'un vous avait agressé alors que vous avez tenu des réunions sans PV et que vous avez été devant les procureurs sans pour autant dire un mot. Donc, rien n'a été acté. Donc, on va vous croire sur parole. Alors que c'est la vie d'une personnalité publique qui est mise en jeu. Moi, je pense qu'on ne doit pas blaguer. Les juges et la Cour constitutionnelle doivent être conséquents au regard des détails. Puisqu'en réalité, quand on analyse, on comprend tout de suite que les vrais problèmes qui ont été abordés, c'est-à-dire qui ont même fondé l'autorisation des poursuites par le Parlement, apparaissent maintenant que ce n'était pas fondé. Il doit falloir maintenant que le Parlement se désiste par rapport à tout ce qu'il avait dit. C'était infondé. Tout ça parce que le procureur s'était précipité inutilement. On ne sait pas pourquoi. Alors que des éléments qu'on évoque, prétendant que ce sont des intentions de détournement, ne sont que des simples irrégularités qui devaient être corrigées soit par l'annulation carrément, soit par la correction pour remettre les choses à l'ordre. Et le dossier a été traité au niveau du Conseil des ministres et puis le chef du gouvernement a été saisi. Mais que l'on arrive à amener quelqu'un jusqu'au pénal, je pense que ça fait de la complicité. Il y a un complot contre l'excellence ministre Moutamba et qu'il devait être rétabli par les droits. Ce que moi je pourrais demander au président de la République, c'est de voir et d'ouvrir l'œil et le bon, de remettre Moutamba dans ses droits et de les ramener encore comme état ministre de la Justice. Vous allez voir que beaucoup de choses vont changer cette fois-ci parce que tout le monde aura peur et ils vont comprendre qu'en fait, leur plan et complot a échoué. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à tous ces sujets-là. Je pense que je vais m'arrêter là. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Moi, je vais me présenter. Je suis Guilhem Ikobi, je suis juriste, publiciste, expert en négociation et en commerce international.
international, chercheur diplômé en ressources humaines. Ce qui me reste, c'est de vous demander d'abord, si c'est pour la première fois pour vous de participer à cette émission, c'est de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater, mais aussi de partager nos vidéos pour que nous puissions être vus par plus d'une personne. Ça sera une manière pour vous de nous aider à continuer à interagir avec vous, pour partager nos idées et nos connaissances pour la construction de notre édifice qui est la République démocratique du Congo. Quant à moi, je ne peux que vous souhaiter toutes les bonnes choses du monde, que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine.